Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a passé une bonne partie de notre journée ensemble, et parfois même sur les mêmes sujets, mais avec nos interlocuteurs chinois qui s'intéressent beaucoup à la question du Brexit et ses conséquences sur l'organisation des marchés financiers, en particulier en Europe. Donc merci en tous les cas, Monsieur le Président, de m'avoir invité, et merci d'avoir organisé cette journée ou cet après-midi de réflexion sur un thème d'une actualité particulièrement stratégique. Et merci à vous les uns et les autres, ou les unes et les autres, d'être ici présents. Je voudrais, puisque vous m'avez demandé de conclure, passer quelques messages ou essayer d'avoir quelques coups d'éclairage sur un certain nombre de sujets qui vous ont occupé toute l'après-midi. J'aurais peut-être tendance à répéter parfois ou à contredire, mais puisque nous sommes dans une partie de débat, la contradiction elle-même est constructive. D'abord, un message malgré tout optimiste. Avant que le Brexit lui-même ne soit voté par le peuple britannique, beaucoup d'entre nous, peut-être la très grande majorité des observateurs, pensaient que le Brexit allait, en tout état de cause, sur l'immédiat, créer une crise lourde, en tous les cas des mouvements lourds sur les marchés de capitaux et avoir des conséquences immédiates en termes de croissance. Je suis persuadé que le Brexit aura des effets, évidemment, en termes de croissance, et d'abord et avant tout sur la Grande-Bretagne. En tous les cas, les prévisions de la Commission semblent le démontrer, et que par définition, dès qu'il y a une conséquence sur la Grande-Bretagne, compte tenu de nos relations, ça a une conséquence ensuite, évidemment, sur nous. Mais ce que je constate, c'est que l'effet du Brexit à court terme sur notre économie et sur celle de l'Union européenne reste aujourd'hui modéré. Et ainsi, en France, malgré un deuxième trimestre qui a été moins dynamique que celui que nous pouvions attendre, en raison de facteurs qu'on qualifiera de temporaires, tout particulièrement par exemple les grèves de printemps, nous percevons aujourd'hui des signaux qui sont positifs en matière de croissance de l'économie française, ce qui offre aux acteurs économiques des perspectives, je crois, encourageantes. Les 3 années 2012, 2013, 2014 ont été difficiles pour l'économie française, avec une croissance extrêmement faible. Maintenant, nous sommes sortis de cette période, même si nous ne retrouvons pas les croissances qu'on aurait pu connaître à d'autres moments. 1,3% en 2015, c'est déjà une accélération. Puis ensuite, des évolutions cette année aux alentours de 1,3, 1,5, et pour l'année prochaine, le même genre de chiffres. Et en zone euro, la Commission européenne elle-même vient de revoir à la hausse ses prévisions, avec une activité qui devrait progresser au rythme de 1,7% en 2016. Et donc, malgré toutes les turbulences qui ont frappé les marchés au premier semestre 2016, le système financier mondial, et notamment le système européen et français, ont montré leur capacité de résistance. Et pourtant, de toute évidence, le Brexit ne constitue pas une bonne nouvelle, même s'il faudra y faire face et essayer d'en utiliser toutes les opportunités. La sortie d'un État membre aussi important que le Royaume-Uni de l'Union européenne implique un affaiblissement certain du projet politique européen et des moyens d'action de l'Union européenne. Et d'un point de vue économique, cela vient amoindrir les gains tirés du marché unique, tant en interne par un amoindrissement des échanges que vis-à-vis de nos partenaires commerciaux extérieurs. Du point de vue des marchés financiers, cela modifie profondément le projet d'union des marchés de capitaux engagé en 2015 par la Commission européenne, étant donné la place du Royaume-Uni dans ce secteur. Ce projet reste, et certains d'entre vous l'ont souligné dans la partie que j'ai pu entendre de ce débat, ce projet reste toutefois essentiel pour apporter à nos entreprises des marchés plus profonds, des financements plus diversifiés et des financements plus innovants. Il doit donc être l'occasion d'affirmer clairement la maîtrise de l'Union européenne à 27 sur les activités les plus vitales pour le bon fonctionnement de nos marchés financiers et plus généralement de nos économies. Et c'est donc à la lumière de la décision du peuple britannique et de notre ambition pour l'Union européenne que nous devons maintenant nous préparer pour les négociations à venir. Alors avant d'évoquer ces négociations elles-mêmes, permettez-moi de revenir un instant sur l'organisation et sur le calendrier des prochains travaux. Le résultat du référendum de juin dernier a marqué le début d'une période qu'on a souvent, à juste titre, qualifiée d'incertitude. Vous le savez, tant que le gouvernement britannique n'a pas officiellement invoqué
l'article 50 du traité sur l'Union européenne, tant qu'il n'a donc pas notifié formellement au Conseil européen l'intention du Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne, les négociations ne peuvent pas débuter. Et comme la Première ministre britannique l'a indiqué, cette notification devrait intervenir d'ici la fin mars 2017. Les procédures juridiques en cours au Royaume-Uni pourraient cependant compromettre ce calendrier et les modalités d'association du Parlement demeurent encore incertaines. C'est vrai qu'un pays qui n'a pas de constitution, ce qui peut être une force, est un pays plus incertain quant à ses décisions institutionnelles par rapport à d'autres pays. Même quand on a une constitution comme la nôtre, il peut y avoir aussi des problèmes d'interprétation. Alors là, que dire quand il n'y a pas de constitution? Quoi qu'il en soit, l'horizon de la décision est maintenant proche. Et je crois qu'il n'est pas possible, et nous ne devons pas douter, que les négociations sur l'accord de retrait commenceront rapidement et s'accéléreront très vite en raison de la période de 2 années seulement, si je puis dire, prévue par l'article 50 du traité, à l'issue de laquelle, vous le savez aussi, sauf accord unanime des 28 pour une prolongation des négociations, le Royaume-Uni quittera automatiquement l'Union européenne. Nous devons donc réfléchir à la manière dont nous continuons à travailler au niveau européen dans la période complexe qui va s'ouvrir. Car s'il faut assurer la bonne fin de ce processus de séparation, souhaité en juin dernier par le peuple britannique, il s'agit aussi de préserver les intérêts de l'Union européenne et sa capacité à avancer collectivement, à faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Et à cet égard, l'incertitude existante sur la future application des règles européennes par le Royaume-Uni conduit à s'interroger sur le rôle que ce Royaume-Uni doit désormais tenir dans l'élaboration même de ces règles. Nous avons entamé des travaux pour préparer notre position de négociation, à la fois pour l'accord de retrait et pour l'accord qui régira les relations entre l'Union à 27 et le Royaume-Uni après son retrait. Et je souhaite que, bien sûr, tous les acteurs, vous en êtes, soient pleinement associés à ces réflexions. Et je me félicite à cet égard de votre participation au groupe de travail, aux consultations lancées par la Direction générale du Trésor, et je remercie également Europlace d'avoir engagé un travail de fond pour analyser l'impact du Brexit secteur par secteur. Je ne peux que vous encourager à poursuivre dans cet esprit collectif et de manière coordonnée cette réflexion qui constitue un défi sans précédent par la complexité de ces enjeux, tant juridiques qu'économiques, et qui nécessite donc notre pleine mobilisation. Alors je reviens à présent de quelques mots sur les enjeux les plus significatifs de nos travaux à venir. La négociation d'un accord de retrait, puis d'un accord fixant un nouveau cadre pour nos relations économiques avec le Royaume-Uni. L'accord de retrait, qui devra régler des questions épineuses, notamment liées au budget européen ou au statut des accords commerciaux tissés par l'Union européenne et incluant le Royaume-Uni en son sein, ne devrait être traité que résiduellement de questions sectorielles, mais certains points auront toutefois une incidence sur le secteur financier. Il devra également traiter de la localisation des sièges des agences européennes actuellement présentes au Royaume-Uni, et je pense évidemment notamment à l'Agence bancaire européenne. L'accord futur, pour sa part, organisera les relations bilatérales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cet accord, quelle que soit la forme juridique retenue, sera évidemment lourd de conséquences pour le secteur financier. L'accès au marché intérieur est de manière indissociable lié au respect des 4 libertés, d'une part, mais il est aussi, de manière aussi indissociable, lié à l'application de la réglementation européenne sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, d'autre part. Et ma compréhension est que ces règles ne seront pas compatibles avec les souhaits de notre partenaire britannique. Il faut donc être clair, dans ce cas-là, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers avec lequel nos relations seront régies par un accord dans le cadre du droit de l'OMC et, le cas échéant, des régimes d'équivalence réglementaire. Et dans ce cas de figure,
les acteurs économiques perdraient la possibilité automatique d'offrir des services en libre prestation dans tous les États membres depuis leur État membre d'origine, qu'il s'agisse des services financiers ou d'autres types de services. Liberté d'établissement et libre prestation de services sont en effet rendus possibles par le mécanisme bien connu du passeport européen, qui repose sur l'application de règles d'agrément harmonisées et sur la reconnaissance de l'agrément du pays d'origine par les autres États membres. Mais le bénéfice du passeport nécessite que les règles appliquées soient les mêmes. Vous l'avez donc bien compris, le Brexit conduira à des changements importants pour le secteur financier. Si la position du gouvernement britannique n'est pas formellement connue, nous notons que plusieurs acteurs éminents de la City revendiquent le maintien du passeport, mais aussi une forme d'autonomie réglementaire et de supervision. De telles demandes me semblent contradictoires avec la cohérence du projet européen qui associe l'accès au marché intérieur au respect des règles communes, non seulement dans les textes, mais aussi dans leur application effective. Il s'agit non seulement de veiller à éviter toute moins-disance réglementaire, mais aussi toute moins-disance en matière de supervision, dès lors que cela peut avoir des effets sur la stabilité financière de l'Europe. Et les derniers propos du régulateur britannique ont, de ce point de vue, été, semble-t-il, plutôt rassurants. En définitive, dans les négociations, nous serons mus par plusieurs objectifs. Non seulement l'intérêt économique de notre pays, évidemment, mais aussi le maintien de l'intégrité du marché intérieur européen et les impératifs de stabilité et de souveraineté financière, qui impliquent que l'Union européenne dispose d'un contrôle adéquat des activités financières dès lors que celles-ci présentent des risques ou peuvent avoir un impact systémique, tels que, par exemple, et évidemment, la compensation. Alors, s'agissant maintenant des enjeux pour la place de Paris, nous allons évoluer vers un secteur financier européen beaucoup plus diversifié et beaucoup plus décentralisé. Londres continuera certainement et évidemment d'y jouer un rôle important, mais un rééquilibrage est plus que probable. Et il est important que celui-ci s'opère dans une logique de partenariat entre les places financières. Nous savons que certains acteurs s'interrogent légitimement sur leur stratégie, sur leur opportunité d'une réimplantation. Lors de récents déplacements que j'ai pu effectuer, notamment aux États-Unis, j'ai souhaité rencontrer tous les grands acteurs américains dans le monde financier. Et j'ai pu remarquer que le discours des acteurs financiers avait beaucoup évolué en l'espace de quelques mois. La question n'est plus de savoir, dans leur esprit, si des relocalisations d'activités vont se produire, mais quand et comment. Et afin de renforcer l'attractivité de la place de Paris, des annonces visant à renforcer, par exemple, il en a été dit quelques mots, l'attractivité fiscale de notre pays ont été effectuées début juillet par le Premier ministre et sont actuellement mises en œuvre au travers du vote du projet de loi de finances pour 2017. Ces mesures, me semble-t-il, sont ambitieuses et elles permettront, dans le cas particulier du régime des impatriés, par exemple, d'offrir clairement le meilleur régime d'Europe en allongeant la durée de dispositif de 5 à 8 ans et en prévoyant, ce qui n'est pas toujours remarqué, alors que ça me paraît être peut-être la part la plus importante du dispositif, l'exonération de taxes sur les salaires pour la prime d'impatriation. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, merci à ceux qui, à cette tribune, en ont parlé, parce qu'on a beaucoup parlé des débats parlementaires sur telle ou telle disposition, certes tout à fait décisive, concernant la rémunération en actions gratuites de tel ou tel dirigeant. Je suis pour la stabilité fiscale, évidemment, et je continuerai à essayer de faire prévaloir ce point de vue, mais on avait presque passé sous silence, en parlant de ces agas, cette réforme de l'impôt sur les sociétés qui était réclamée depuis longtemps et qui vient d'être votée largement au Parlement et qui va faire passer progressivement, en l'espace de 4 ans, de 33 et quelques % à 28% l'impôt sur les sociétés. 28%, c'est, comme vous le savez,
la moyenne dans la zone euro. C'est une mesure essentielle pour notre attractivité et à laquelle, je dois le dire, je tiens tout particulièrement. L'histoire, les chroniqueurs diront qui a eu l'idée, qui l'a mise en œuvre. Enfin, bon, sans vouloir dès maintenant tordre la plume du chroniqueur de demain, je peux vous dire que c'est une mesure à laquelle j'ai tenu, sur laquelle j'ai tenu et pour laquelle j'ai obtenu satisfaction. C'est une mesure qui me paraît donc essentielle parce que non seulement elle donne cette perspective de baisse ou plus exactement d'harmonisation de l'impôt sur les sociétés, mais elle le fait avec une perspective sur 4 ans et dans des conditions, je crois que c'est Christian Noyer qui le soulignait, qui ne me semble-t-il peuvent pas être remises en cause par quelque alternance que ce soit. C'est ça, les bonnes législations sont celles que, quels que soient les débats sur le moment, plus personne ensuite n'a envie de remettre en cause. C'est arrivé aux uns comme c'est arrivé aux autres et comme ça arrivera dans très longtemps à d'autres. Cette mesure s'inscrit donc dans la continuité des efforts engagés par le gouvernement pour réduire le coût du travail en France. Je ne peux que vous rappeler le crédit d'impôt compétitivité emploi ou le pacte de responsabilité, les 40 milliards de mesures qui auront été prises dans l'espace de 4 ans pour que les entreprises voient baisser globalement soit leur coût du travail, soit le coût de leur fiscalité. Je rappelle que nous conduisons parallèlement à ces réformes de fiscalité des réformes structurelles que je crois ambitieuses et, puisque le sujet a été abordé à juste titre, je voudrais dire un mot en matière de droit du travail. La situation est fréquemment décrite, elle l'a parfois été encore aujourd'hui, plus négativement que, me semble-t-il, elle ne l'est en réalité. L'OCDE calcule, tout doit être discutable, y compris les calculs de l'OCDE, mais l'OCDE calcule un indicateur de flexibilité du marché du travail que je vous propose d'aller regarder, qui révèle, puisqu'il permet cet indicateur des comparaisons de pays à pays, alors que par définition les législations peuvent être différentes d'un pays à l'autre, cet indicateur de flexibilité indique qu'aujourd'hui, compte tenu des législations qui ont été adoptées depuis 3 ans et de leur date d'application, aujourd'hui, la flexibilité du marché du travail en France est plus grande, qu'en Allemagne, qu'aux Pays-Bas, qu'en Belgique et à peine moindre qu'au Luxembourg. Je n'ai pas dit qu'elle était plus grande qu'en Grande-Bretagne, mais j'ai essayé de prendre des comparaisons avec des pays qui ne sont pas des pays neutres, y compris du point de vue qui nous occupe en termes de relocalisation des activités financières sur le territoire de l'euro, puisque je vous ai parlé de l'Allemagne, des Pays-Bas ou du Luxembourg. Tout cela est le résultat de réformes qui ont été engagées depuis plusieurs années, en particulier depuis le début de ce quinquennat, et je vais en revenir aussi à ce qui a fait parler le moins, parce qu'on a tendance à penser, ici comme ailleurs, quand on nous observe, que tant qu'il n'y a pas des manifestations et des grèves, c'est donc qu'il n'y a pas de réforme. Bon, l'accord national interprofessionnel de 2013, comme c'était un accord interprofessionnel, comme il n'a pas posé trop de problèmes, il y a eu quelques manifestations, mais personne ne les avait remarquées, ni à l'époque, mais surtout on s'en souvient aujourd'hui, on a le sentiment qu'il ne s'est rien passé à l'été 2013 avec l'adoption d'un texte de loi qui transcrivait cet accord interprofessionnel. Regardez aujourd'hui ce qu'il en est des modalités de licenciement qu'on appelait autrefois collectifs, de ce qu'on appelait parfois des plans sociaux. Pour le dire très simple, et je le dis comme ça souvent à l'étranger à des investisseurs, Goodyear, ça n'est plus possible aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'existe plus aujourd'hui. Et si vous regardez une entreprise comme Michelin, qui a mis en place des plans de restructuration aussi lourds que ceux qui avaient pu concerner cette usine de Goodyear en Picardie, vous apercevrez que ça s'est passé avec des accords, dans des conditions sociales, certes parfois difficiles individuellement, mais qui ont bénéficié d'un certain nombre d'accompagnements qui fait que, globalement, ces restructurations, qui étaient malheureusement nécessaires, ont pu se faire dans de bonnes conditions. Alors je sais bien que dans le domaine financier, il y a des mouvements qui peuvent être très rapides et qui rendent nécessaires des réactions rapides, c'est parfaitement légitime, mais vraiment je demande à chacun, et à l'extérieur en particulier chez les investisseurs, de prendre connaissance de la réalité des dispositions, y compris telles qu'elles ont été complétées par la loi El Khomri. C'est un mouvement continu qui démontre un engagement déterminé de ce gouvernement dans un effort d'assouplissement intelligent du droit du travail, ce qui n'est pas contradictoire avec les engagements sociaux, au contraire. Mais le premier atout français du point de vue du secteur financier, et j'en terminerai par là,
vous en avez beaucoup parlé, c'est la place de Paris elle-même. La place de Paris, je le dis souvent aussi, faisons attention lorsque nous en parlons, elle ne devient pas bonne du seul fait qu'il y a eu le Brexit. Elle était bonne, elle avait des qualités, et c'est ces qualités qu'il faut savoir mettre en valeur et qui peuvent aujourd'hui trouver, dans ce contexte nouveau, une forme de nouvelle jeunesse. C'est une place financière de premier rang au service du financement des entreprises. Elle est reconnue comme telle. Les discussions que j'avais aujourd'hui, que nous avions avec un certain nombre de responsables chinois, le montrent bien. C'est d'abord une place au service d'une base de clients très solide. Nous accueillons de grands groupes industriels qui comptent parmi les plus importants émetteurs de titres financiers dans le monde. Nous sommes également le deuxième acteur de l'assurance européen. La France, chacun le sait bien, il y avait des représentants, des responsables de ces banques, dispose de 4 banques et d'un assureur systémique mondiaux, ainsi que des premiers réassureurs du monde. Euronext est la deuxième place de cotation européenne. La place parisienne dispose de spécialités reconnues, bien entendu le marché obligataire ou les dérivés actions. Elle représente 20% de la gestion d'actifs européenne. Le marché des titres à court terme des entreprises représente 310 milliards d'euros. Notre place réunit donc un écosystème riche de tous les métiers et de toutes les expertises de la finance. Paris est enfin en passe de devenir une place de référence en matière de finances vertes, de finances durables, et joue également un rôle pionnier en matière d'obligations vertes. Dans ce contexte, nous devons améliorer la visibilité de notre place et valoriser ses atouts en facilitant l'implantation à Paris de ceux qui souhaiteraient se relocaliser ou transférer une partie de leurs activités. Vous en avez certainement parlé au cours de cet après-midi, c'est la volonté qu'exprime un guichet unique avec un ambassadeur de ce guichet unique. Ce guichet a été inauguré il y a une dizaine de jours afin de constituer un point d'entrée unique pour les acteurs permettant de répondre à l'ensemble de leurs interrogations et de les appuyer dans leur démarche auprès des différentes administrations. On a parlé, bien sûr, des questions d'implantation, des questions de réglementation, mais il y a aussi des questions de logement, il y a des questions d'école, il y a des questions d'université. C'est tous ces sujets-là qui doivent pouvoir être abordés en même temps, au même moment, avec une facilitation maximum des démarches et des renseignements qui sont donnés. L'AMF, Monsieur le Président, et la CPR, dont les qualités sont reconnues unanimement au niveau international, constituent un atout essentiel en matière d'attractivité. Oui, c'est un élément de compétitivité et d'attractivité. Et elles ont d'ores et déjà mis en place un point d'accès facilité et on a annoncé une simplification et une accélération des procédures d'agrément. Je termine. Le secteur financier en France et en Europe se situe plus que jamais à un moment crucial. Je crois pouvoir vous assurer, j'espère que vous en rendez compte dans la vie quotidienne, que notre mobilisation est entière. Dans cette période d'incertitude, il faut à la fois soutenir la croissance économique, veiller à la solidité du secteur financier en France et en Europe. Et je sais également que nous pouvons compter sur vous, que la France peut compter sur vous, que l'économie et la finance française peuvent compter sur vous. C'est ensemble que nous pourrons démontrer la qualité, le dynamisme de l'industrie financière française, et c'est ainsi que nous pourrons, au niveau français comme au niveau européen, relever ces défis fondamentaux du Brexit tels que les Anglais l'ont voulu et tels qu'aujourd'hui les Français doivent le vivre. Merci.